La conférence va surtout porter sur les 15 dernières années. Depuis les 15 dernières années, il s'est passé beaucoup de choses. Tout mute, tout a bougé. Hein, les relations entre les céramistes et les amateurs, l'intervention des artistes dans le monde de la céramique, des artistes du monde de l'art, les inspirations des céramistes et puis les lieux où les choses se passent. Voilà, j'ai essayé de vous expliquer ça avec quelques chapitres comme ça, et puis vous montrer ce qui me semble inspirer aujourd'hui de nouvelles générations. J'ai commencé par les lieux, et puis, puisque nous sommes à Giroussens, j'ai situé ces lieux depuis une bonne vingtaine d'années. Les lieux majeurs, principaux de rencontre entre les amateurs et les céramistes sont les marchés de potiers. Les marchés de potiers se sont développés à Giroussens, mais aussi le plus ancien, je crois que c'est celui de Bussière-Badille, les Tupigny à Lyon, Saint-Sulpice à Paris, Bandol, Saint-Quentin à la Peloterie et bien d'autres. Et c'est là où vous les rencontrez beaucoup moins, vous allez beaucoup moins dans les ateliers, et hélas pour les céramistes peut-être, et les rencontres se font dans des lieux communs. Voilà. Les centres, donc évidemment Giroussens, mais aussi La Borne, Saint-Quentin-la-Poterie, Dieulefit et Guebwiller se sont professionnalisés. Il y a ces bâtiments, il y a des expositions thématiques ou monographiques, et ils sont devenus des lieux importants où les artistes peuvent présenter leur propre travail. Et il faut saluer l'initiative qui a été prise par ces 5 centres de monter des projets communs, et notamment, certainement, plusieurs d'entre vous ont vu l'exposition Bouteille qui a tourné d'un centre à l'autre, et je pense qu'il va y avoir d'autres initiatives. Et pour les amateurs que nous sommes, c'est très important d'avoir ces créneaux, ces présentations du travail des céramistes. Alors, maintenant, dans un premier chapitre, je vais vous parler de ce qui s'est passé, me semble-t-il, depuis 2005 et des ruptures qui se sont produites et des nouveaux regards qui se sont portés sur la céramique. C'est essentiellement dans le monde des expositions, des galeries et des critiques d'art. Hein, vous allez voir ça. Et pour moi, il y a une rupture majeure qui se passe en 2005 lorsque Antoinette Allais, directrice pour une exposition bilan, et j'ai noté un certain nombre d'artistes que vous connaissez bien, dont vous pouvez lire les noms, et elle a, alors moi je veux saluer, parce qu'on la critique quelquefois, le travail qu'elle a fait, parce que pendant le temps où elle a été directrice de Sèvres, elle a réussi à faire acheter 500 œuvres de 60 artistes, hein, représentant 50 ans de la création, et c'était dans, je dirais aujourd'hui, la tradition. Mais elle l'a fait, et beaucoup de ces artistes, on va les retrouver, on les aime. Voilà. Et elle s'est battue, hein, il faut le rappeler qu'elle s'est battue contre des commissions d'acquisition où étaient différents directeurs de musées et qui étaient prêts à acheter des poussins à plusieurs millions, mais pas des céramistes à 2000 €. Voilà. Alors, en 2004, 2005, 2006, là, il va se passer 2 ou 3 choses, et c'est ramassé dans le temps. Et à mon avis, c'est vraiment là où il y a un tournant. David Caméo était devenu directeur de la Manufacture de Sèvres en 2003, et il avait invité de nombreux artistes à travailler à Sèvres. Comme ça s'était fait d'ailleurs à certaines époques de l'histoire, mais on peut dire qu'il a réveillé la manufacture. Et à ce moment-là, le Louvre, sous la houlette de Henri Loiret, qui était président du Louvre, et de Marie-Laure Bernadac, qui faisait rentrer l'art contemporain au Louvre, organise une exposition de céramique de Sèvres en porcelaine, élaborée à Sèvres, et qui sont des œuvres d'art, enfin qui sont créées par des artistes. Ce n'est pas de la vaisselle, quoi. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on voit, et c'est très important. La même année, Frédéric Baudet, que certains d'entre vous sans doute connaissent, qui était responsable de la céramique contemporaine aux Arts Déco et qui est devenu ensuite à Sèvres, qui avait un regard très pointu et très bienveillant sur la création, est appelé comme commissaire de la 13e Biennale de Châteauroux, et il l'a fait basculer
il met en sous-titre la céramique dans l'art contemporain. Voilà ce qui se passe à ce moment-là. Et il a trois parties, le corps, l'atelier, le paysage. Donc il y a vraiment une bascule qui commence à se faire. Et j'ai sorti une citation de Frédéric. L'expression céramique est d'une modernité insoupçonnée, particulièrement adaptée, et c'est là que ça devient intéressant, aux enjeux et aux questionnements des artistes d'aujourd'hui. En 2000, alors on y reviendra parce qu'elle fait partie aujourd'hui des artistes marquants de cette génération. Eh bien, il y a dès cette époque une pièce de Elsa Salle, qui peut-être nous écoute, de 2001, qui est une pièce superbe, qui s'appelle Le Nu montant, et qui est exposée à Châteauroux, que Frédéric Baudet a su repérer. Et là, la rupture, elle est là. La rupture majeure, elle est là, et la rupture presque de la provocation, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en 2006, Yves Pelletier est nommé commissaire général de la Biennale de Vallauris. Il l'appelle Biennale internationale de céramique contemporaine, et il va en être responsable en 2006, en 2008 et en 2010. Il crée un comité de sélection. Aucun céramiste de Vallauris n'est sélectionné. Il n'y a que des céramistes évoluant dans des nouvelles orientations. Il y a encore le contenant, la sculpture, le conceptuel. Et voilà ce que dit alors, Yves Pelletier, qui est un spécialiste de Picasso, qui s'est beaucoup occupé de Madura, qui est un grand historien d'art. Et là aussi, je crois qu'il faut vraiment, je vais lire la citation, l'objectif est d'inscrire la céramique dans le monde de l'art contemporain. C'est tout le mouvement qui va se passer pendant les 15 ans qui viennent. Promouvoir le savoir-faire est louable. Et alors là, c'est là où il a été très attaqué par les céramistes. Mais s'il s'agit de savoir simplement répéter inlassablement des gestes millénaires et des formules moléculaires, cela n'a aucun intérêt. Maîtriser la capacité à réaliser une couverte, c'est bien. Que celle-ci soit au service d'un vrai propos, d'une démarche artistique, de propositions formelles, nouvelles, est encore mieux. Voilà. Alors, il y a plusieurs préfaces de Frédéric Baudet, surtout celle de 2008, 2006, 2008 et 2010, dans lesquelles il explique sa démarche, et c'est vraiment une rupture. Donc, vous voyez, 2005, bilan d'Antoinette Allais, très, très respectable, moi, je pense qu'il faut la saluer, et puis une bascule qui va être suivie dans la plupart des pays du monde. Toutes les biennales vont, en Belgique, en Corée, vont suivre le même schéma. Et alors là, je voudrais citer cette œuvre. Peut-être certains d'entre vous connaissent Marc Alberghina. Marc Alberghina, il a cette particularité d'être un céramiste de Vallauris qui a évolué en sculpteur contemporain. Il utilise des émaux traditionnels de Vallauris. Il a ramassé tous les émaux traditionnels de Vallauris dans les anciens ateliers de Vallauris, mais il fait des pièces qui ont un propos politique, très souvent, on en verra. Eh bien, cette pièce de Marc Alberghina, exposée en 2010, elle est cassée. Elle est cassée par les potiers de Vallauris. Voilà. Et vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est une bascule. En 2010, donc on est toujours dans cette période, se passe à Paris la réunion de l'Académie internationale de céramique avec 3 grandes expositions à Sèvres et aux arts décoratifs, 2 à Sèvres et 1 aux arts décoratifs, une très belle exposition aux arts décoratifs dans laquelle Frédéric Baudet avait introduit des céramistes dans les salles anciennes, dans les salles d'objets anciens des arts décoratifs avec une grande réussite. Et vous voyez, c'est la couverture de son livre, c'est une pièce de Guéry, de Michel Guéry. Et ce qui apparaît, c'est une transition. On a vu toutes ces expositions. Il y a, on va dire, des céramistes canal historiques, il y a des nouvelles tendances, et l'intérêt de ces 3 expositions, c'est qu'elle porte sur l'international et que le mouvement est général. Voilà. Il y a beaucoup de convergence, d'ailleurs, dans l'évolution des formes. Alors, le mouvement est général, j'y reviendrai peut-être, il faut nuancer le propos. Le mouvement, elle est général dans le monde occidental, en Corée, au Japon. Voilà, ce n'est pas l'ensemble de la planète.
Et puis en 2013, Art Press. Alors Art Press pour tout le monde, c'est une revue, disons, de référence, une revue sur l'art contemporain de référence qui a maintenant une quarantaine d'années, qui fait des numéros spéciaux, donc c'est Art Press 2, qui est considérée comme une revue plutôt pointue du monde de l'art, et Art Press qui a senti le mouvement, on est en 2013, qui a senti le mouvement, consacre un numéro spécial à la céramique, et avec certaines provocations aussi. Et j'ai sorti là un extrait. La belle céramique est derrière nous, donc vous voyez très bien ce que ça peut vouloir dire. Et en même temps, j'ai sorti une photo d'un artiste américain qui s'appelle Stephen Ruby, qui a une très belle pièce actuellement au MoCo à Montpellier, on y reviendra. Mais déjà, là, on n'est plus dans le monde des arts décoratifs, on est vraiment dans le monde de l'art contemporain. L'artiste de référence sur lequel Art Press fait un grand chapitre, c'est Fontana, et il cite Créten, Johann Créten, Elsa Sall, Marlène Moquet, tous ces gens qu'on va retrouver, Trenkwalder, Wenzel, et il y a deux céramistes, disons, du monde qu'on connaît mieux, Martine Damas, mais évidemment Martine Damas, que j'espère la plupart d'entre vous connaissent, puisqu'elle était à Villeneuve d'Aveyron, mais elle travaillait en référence à la peinture contemporaine, puisque son œuvre était inspirée par l'abstraction. Et puis Emmanuel Boss, parce qu'Emmanuel Boss a fait sa thèse sur la poésie de l'émail au Royal College of Art. Donc c'est pas n'importe quoi. Il y a un angle qui est très ciblé. En 2016, grande exposition céramique qui a créé beaucoup de polémiques au sein du monde céramique, puisqu'elle se tient alors d'abord à Maastricht et puis ensuite à Sèvres et à la Maison Rouge, qui a pour propos de montrer depuis Rodin et Gauguin la place de la céramique dans le monde de l'art. Et elle ne montre pas de potier. Elle ne montre pas, et la plupart des céramistes français en particulier ont rejeté ou ont été très critiques sur cette exposition parce qu'ils ont considéré que la céramique n'y était pas, comme si les artistes qui emploient la céramique n'ont pas le droit d'être connus. Mais voilà, il y a eu un grand débat que je résume ici. Certains ont considéré que l'art contemporain faisait main basse sur la céramique et lui faisait perdre son authenticité, sa composante du travail de la main, du travail de l'atelier, du travail peut-être artisanal, ou bien, et c'est mon cas, la création céramique est reconnue comme un art à part entière, certes en apportant les spécificités du matériau et du processus, le processus, le modelage et la cuisson notamment. Et c'est une chance pour la céramique, c'est sa chance d'être connue par le monde de l'art. Mais ça a fait grande polémique, y compris au sein du club des céramophiles que je préside. J'ai même failli démissionner à ce moment-là. C'était très tendu et certains n'ont même pas voulu y aller. Moi, j'ai fait 3 visites avec les membres du club, une à Maastricht et 2 à Paris. Et c'est le début d'un regard nouveau sur l'évolution de la céramique. Alors là, nous arrivons en 2021. Alors là, encore 3 événements, enfin d'abord 2 événements en 2021 et 3 en 2022. Il faut que vous voyez qu'en ce moment, il se passe des choses, j'allais dire, énormes. C'est-à-dire que tout le monde s'intéresse à la céramique. Voilà. En 2021, le Musée d'art moderne de Paris fait une grande exposition que certains d'entre vous ont sans doute vue, qui s'appelle « Les flammes, l'âge de la céramique », qui là aussi fait l'objet de critiques. Alors c'est presque l'anti-céramix, c'est-à-dire qu'au lieu de montrer ce qui, dans la céramique, fait art, au contraire, l'exposition met tout au même niveau. C'est une exposition sur le matériau, et aussi bien l'utilitaire que, disons, des potiers traditionnels que des artistes, des grands artistes. Une exposition fleuve, comme je dis, discutable et discutée, sur le 2e étage du musée d'art moderne de la ville de Paris, 1000 m²,
une céramique comme matériau, un traitement égal de toutes les formes d'utilisation, y compris l'urinoir. Un certain nombre d'entre nous ont été critiques, je l'ai été. Dans la revue de la céramique, vous avez vu un éditorial de Carole Andréani et un autre de Prodel qui ont été très critiques, plus encore que moi. Mais nous avons constaté que le public, notamment le public qui ne connaissait pas bien la céramique, a été très heureux. Le public a découvert que c'était ludique et qu'il y avait de la diversité et qu'on pouvait faire beaucoup de choses avec de la céramique. En gros, que ce n'était pas limité à des spécialistes dans des niches ou des amateurs travaillant dans leurs ateliers pour s'amuser. Je pense que ça a été très important et ça a donné lieu à une couverture de presse exceptionnelle qui fait sans doute que tout ce qui se passe maintenant vient de la couverture de presse qu'a généré, parce qu'évidemment c'est un grand musée parisien et qu'il a les moyens de faire une campagne de presse, qu'il a très bien communiqué et que tous les journaux spécialisés ont fait un article sur les flammes. Au même moment, alors j'en dis un mot parce que c'est important pour le club que j'anime, Par le feu la couleur aux Beaux-Arts de Lyon. Donc à peu près dans la même période, tout ça c'était deux expositions qui avaient été retardées à cause du Covid évidemment, qui ont été décalées. Et le musée de Lyon ouvre une salle consacrée à la céramique et fait une exposition qui s'appelle Par le feu la couleur. Et cette exposition comprend en totalité des œuvres que des 4 et un 5e nous a rejoint, membres du club, ont donné ou prêté pour l'exposition. Ont donné pour les salles permanentes, donc 5 d'entre nous, et je considère que c'est une réussite du club que nous avons créé il y a 10 ans, de donner accès au public à une partie de ce que nous avons pu collectionner. Donc Arnaud et Françoise de Lépine, Michel et Denise Menet, la famille Lerat, donc François Lerat par hommage pour ses parents, et puis moi-même. Voilà. Alors, cette année, 3 expositions majeures. C'est pas rien. C'est-à-dire une exposition, j'y reviendrai, une exposition à Montpellier, au musée d'art contemporain de Montpellier, le MOCO, qui s'appelle Contre Nature, et dont le propos part de la question du modelage et de ce qu'il appelle performatif, c'est-à-dire comment il met en relief justement le travail du sculpteur, de la sculptrice, qui manipule la céramique et en rappelant, en mettant en exergue ou en révélant, peut-être c'est mal connu, le processus. La céramique, c'est compliqué. Il y a plusieurs étapes, comme vous le savez, et ça ne suffit pas de voir le résultat final. À l'Île-sur-la-Sorgue, une fondation qui expose traditionnellement de la sculpture et a ouvert il y a quelques jours Toucher Terre, l'art de la sculpture céramique, 100 artistes exposés. Et puis, nous allons retrouver le 8, alors je me suis trompé, c'est le 8 juillet, pardon, au Palais Jacques-Cœur à Bourges, une exposition organisée conjointement par la galerie Capaza et par le Centre céramique de la Borne, avec des céramistes peut-être qui vous sont plus habituellement familiers que ceux qu'on peut trouver à MOCO, et qui est une très belle initiative, tournant autour des artistes que vous connaissez à Capaza, mais aussi beaucoup à la Borne, avec un axe cuisson au bois, on va dire, pour résumer. Alors maintenant, je vais avoir 3 parties. Une fois ce contexte rappelé, je vais vous parler de ceux que j'appelle les maîtres, et ensuite je vais vous parler du monde de l'art, comment la céramique est prise en compte par les artistes dans le monde de l'art. Et puis j'aurai une 3e partie qui parle des jeunes céramistes et de leurs sources d'inspiration. Et dans les ruptures, si vous voulez, je pense que cette génération des maîtres, que vous allez reconnaître très vite, les Champy et autres, on va dire,
ces maîtres ont travaillé la matière pour la matière. Je les appelle la céramique expressionniste abstraite, comme Soulages travaille la peinture sans aucun objectif de décor, d'image, de figuration. Hein. Donc, tout est dans la mise en valeur. Le décor, c'est la matière, c'est l'émail, c'est le geste qu'ils ont imprimé à l'objet. Et c'est ça. Or, cette génération, c'est un des reproches que moi je fais aux deux expositions Céramix et les Flammes, c'est de pas d'avoir mis cette génération en scène. Je pense que c'est une immense génération française qui est aujourd'hui, c'est des gens qui ont entre 70 et 80 ans, qui sont au sommet de leur art, qui resteront, qui représenteront un grand moment, un âge d'or de la céramique française. Ils ont rompu avec le décor, type Valoris, ou avec le design, type Jouve, etc., les céramistes décoratifs parisiens ou les céramistes décoratifs Valoris. Ils ont vraiment travaillé la matière. Leur source d'inspiration, comme on le sait, est très souvent l'Asie, hein, le Japon ou la Chine. Et ils ont abouti à des chefs-d'œuvre. Voilà. Et je regrette qu'il n'y ait jamais eu l'exposition majeure qui mette en scène cette grande génération française. Alors, il y a eu un livre que je vous invite vraiment à ceux qui ne le connaissent pas encore à l'acquérir très vite, qui est fait référence, qui a été édité par Camille Viraud en 2009, qui s'appelle « 8 artistes et la Terre », qui est en fond la référence, sauf qu'il n'y en a pas que 8 de cette génération. Hein. Et puis, il y a eu un livre qui a été fait ensuite, qui est pour Claudie Casanova. C'est une initiative compris Arnaud et Françoise de Lépine, et c'est une initiative qui résultait de l'exposition d'Antoinette Allais de 2005, parce que dans sa préface, elle avait rejeté le Gray brut, qu'elle avait accusé d'être communiste, et donc eux ont essayé de montrer que, c'est pour ça que ça s'appelle 8 artistes. 8 artistes, c'est la Terre. C'est-à-dire que c'était vraiment la volonté d'affirmer que des potiers, des céramistes étaient des artistes et de le démontrer par eux-mêmes. C'est-à-dire que ces Champy, Viraud, etc. se racontent. Et il y a des commentaires d'Arnaud de Lépine, et puis il y a les commentaires d'un grand commissaire, un grand conservateur d'art contemporain, puisque c'est Germain Viat. Et ce livre fait référence, et encore une fois, il aurait dû donner lieu à l'exposition qu'on n'a pas faite. Alors voilà, moi j'en cite quelques-uns, je ne vais pas évidemment les citer tous, j'en cite quelques-uns, et voilà. Et j'insiste sur un point, c'est que c'est le mot espace. C'est-à-dire qu'on a beaucoup développé la question de l'émail, du geste, de la matière, et je trouve depuis même, peut-être c'est d'ailleurs dans les dernières années, sauf certains qui ont commencé très tôt, ils ont beaucoup développé la relation à l'espace. Ils ont fait des ensembles, ils ont fait des suites, et ils ont fait des œuvres en plusieurs éléments, et du coup, la relation, ils ont échappé, cette génération, elle est partie du pot, elle a fait des pots. Elle a fait des bols, j'en ai beaucoup d'ailleurs. Elle a fait des vases. Et puis petit à petit, ces vases sont devenus des sculptures. Et petit à petit, il n'y a plus rien à voir avec le pot. Alors, je cite cette pièce de Claude Champy, puisqu'elle était là l'an dernier. Elle a d'ailleurs été acquise par un céramophile, enfin un couple de céramophiles. Et je trouve cette pièce... À la fois, c'est de la matière, on le voit peut-être pas assez dans la photo. Il a inventé des pratiques de couverte qui dépassent même l'émail, il nous a raconté ça l'an dernier, et puis il joue sur des éléments qui accroissent, enfin, qui font que la pièce dépasse son propre espace, parce qu'elle est en 4 éléments. Voilà. J'ai mis aussi celle-ci, parce que je trouve que vraiment, ce sont des pièces de musée, hein, ça. Ce sont des pièces de musée. Arnaud et Françoise de Lépine avaient acquis, il y a un certain temps, une pièce en 4 éléments comme ça, qui est maintenant au musée des Beaux-Arts de Lyon.
celle-là était ici aussi l'an dernier. Hein. Alors, ce n'est pas forcément pour flatter le centre de Géroussin, c'est quand même pour lui rendre hommage. Parce que voilà, dans cette salle, il y a un an, eh ben, il y avait ça, quoi. Il y avait ça, et vous voyez, je pense que je m'anime ça, parce que vous voyez l'énorme travail de recherche d'émail, de déformation de la matière, elle est bombée, elle est creusée, etc. Un travail sur trois éléments massifs. Il y a eu aussi une exposition, il y avait des pièces un peu du même niveau, Nigel Atkins est là à la Galerie du Fell il y a 2 ans. Et donc, si vous ne savez pas quoi faire, achetez Champy, hein, c'est encore très acceptable, très abordable. Et voilà, donc je pense que c'est très important. Je cite aussi Bernard de Jonghe, qui est un peu plus vieux que Champy, qui est un de nos grands spécialistes de l'émail, qui est quelqu'un qui a beaucoup voyagé dans le désert, évidemment il ne peut plus y aller, et qui a travaillé sur des formes primaires, je dirais, hein, des meules, des triangles, et il appelle ça les sabots du diable. Souvent, il a aussi des noms qui font référence à des formes retrouvées dans le désert en Afrique. Et avec cette recherche d'émail, alors vous voyez, il y a à la fois les émaux, vous voyez, dans la série des 3, c'est très intéressant, la série des 3, on voit les différences et on voit combien avec des effets, des formations minimales sur la pièce, il fait ressortir la puissance expressive de l'émail. Voilà. Alors, Bernard de Jonghe m'a envoyé cette photo, et je veux vraiment la montrer parce que, d'abord, je suis très flatté qu'il m'a envoyé cette photo, puisque ce sont des pièces actuelles qui feront l'objet d'une exposition en 2023. Variations du cuivre qui attendent leur espace. Quand je vous dis que tout ça est très lié à la relation avec l'espace. Bernard de Jonghe a un travail avec l'espace ancien. Il a depuis longtemps fait des aménagements dans l'espace. C'est-à-dire que non seulement il travaille sur les formes, alors lui, j'ai hélas pas de bol de lui, je ne sais pas s'il en a fait en sa jeunesse, j'en ai jamais vu. Si vous en avez un, dites-le moi. Mais je trouve qu'il y a là-dessus une espèce de... C'est très musical, quoi. C'est comme une partition. Et puis, Claudi Casanova, cette pièce est actuellement à la Galerie du Don, au Fell, dans l'Aveyron. Et Claudi Casanova, vous voyez, c'est toute une recherche qu'il a fait qui, au fond, donne image c'est cosmique. Hein, si vous regardez ces pièces de haut, si vous les regardez, c'est une référence à l'univers. C'est aussi assez religieux. Il y a des aspects qui font référence aux Vierges noires. Mais voilà, il y a une puissance de la matière et puis en même temps une douceur découverte. Alors, voilà, là, peut-être c'est la sublimation de la relation avec l'espace, puisque c'est un champ de Pédret, donc c'est les Pédrets, c'est les pièces qu'on vient de voir. Et alors, juste pour l'anecdote, c'est presque une anecdote, mais ce n'est pas seulement une anecdote, il est voisin à Olot de l'atelier des architectes du musée Soulages, RCR, et qui sont aussi des architectes du château de Négropolis, hein, et puis qui ont eu le grand prix de référence des architectes. Et voilà, il est leur voisin. Alors je ne sais pas dans quelles conditions il leur a mis à disposition, s'ils ont tout acheté, mais je trouve que cet aménagement dans l'espace est extrêmement séduisant. On en rêverait tous. Voilà, et c'est extraordinaire. Et puis, il a exposé à la Galerie Capaza ces Oh Shall Be Well, qui est le seul travail de porcelaine qu'il ait fait. Et là encore, c'est une série. Hein. C'est un travail de porcelaine. Alors, le titre s'inspire de textes de Juliana Norwich
Et Juliana Norwich, c'était une des mystiques les plus importantes d'Angleterre au Moyen Âge. Donc, et en même temps, c'était quelqu'un qui était très proche du peuple, qui souffrait des conséquences des guerres en Angleterre. Je voudrais insister là-dessus parce qu'il y a chez Claudie Casanova à la fois une relation avec le minéral, une relation avec la matière, une relation avec les montagnes. Il est au pied des Pyrénées. Et puis, il y a une deuxième chose, une forme de mystique chez lui. Et enfin, et ce n'est pas tout à fait anodin, il est très proche des indépendantistes catalans. Il est très nationaliste catalan. Il a fait un grand monument à Olot en hommage aux victimes de la guerre civile. Voilà, tout ça, vous voyez, il y a déjà, non seulement il y a un travail de la matière, mais ce travail de la matière, il commence à raconter des histoires. Alors, je vous ai mis ces deux pièces de Gisèle Buteau-Garçon. Gisèle Buteau-Garçon, vous la connaissez, elle est à Saint-Quentin-la-Poterie. Elle a beaucoup fait de contenants. Elle est, avec Camille Viraud, une de nos grands spécialistes, des grandes réussites du raku français. Le raku, vous savez, ça a été, après, c'est très dénaturé. Mais il y a quelques artistes français majeurs qui ont continué à pratiquer le raku. Et bien voilà, Gisèle Buteau-Garçon, elle sort du pot et elle passe à la sculpture dans une relation nuage et vague. C'est pas par hasard les titres, vous voyez, une relation avec les éléments, avec l'univers, avec l'atmosphère, et où la couverte renvoie. Elles sont compliquées ces photos, hein, elles ont beaucoup de reflets, mais les couvertes donnent un rapport. L'émail est en rapport avec le propos. C'est ça que je pense qu'il faut qu'on retienne. Gisèle Buteau-Garçon a une grande exposition au musée de la Piscine à Roubaix, et actuellement elle est très présente dans l'exposition du MoCo à Montpellier. Et vous voyez, c'est très important parce qu'il y a aussi bien Créten, Elsa Sall, etc., que Gisèle Buteau-Garçon, parce que le commissaire, qui est Vincent Honoré, il est allé voir les artistes, il est allé voir dans les ateliers, et il a vu en quoi il y avait une démarche inspirée par des images que les artistes voulaient transmettre, et en quoi ça correspondait, j'aime pas tellement le mot authenticité, mais à une forme de vérité, quoi. Voilà. Alors, dans le genre des séries et de la relation avec l'espace, Jean-François Fouilloux dit c'est l'idée de musique, hein, c'est l'idée de musique qui va guider. Chaque céramiste est une note avec ses qualités individuelles, et ensemble, elles chantent un choral. Cet ensemble va être exposé au Palais Jacques-Cœur à Bourges. Fouilloux fait partie des artistes qui ont été sélectionnés dans l'exposition, donc qui ouvrira le 8 juillet. Et l'idée, alors il est le grand spécialiste de l'émail, il est notre grand, du céladon, de l'émail oui, mais du céladon, il est notre grand spécialiste du céladon. Hein. Et pareil, il a commencé par beaucoup de bols, beaucoup de coupes qui sont merveilleuses et on les aime toujours, mais petit à petit, il est passé à des sculptures qui sont des sortes de graphismes et qui s'élèvent dans l'espace et qui jouent. C'est quoi l'objectif? Là, il parle de musique, mais souvent, en fait, c'est le jeu avec la lumière. Le céladon, c'est l'émail de la lumière. Hein. Donc Jean-François Fouilloux serait attaché à ce jeu. Donc il faut créer à la fois des épaisseurs et il faut créer des variations de formes qui vont faire en sorte que le céladon joue avec la lumière, fait vibrer la lumière. On pourrait écrire sur les céladons de Fouilloux presque la même chose qu'on écrit sur les peintures de Soulages. Hein. Le noir-lumière, ça, ici, c'est le céladon-lumière. Vous enlevez le noir-lumière par céladon et puis ça marche. Et je voudrais
citer encore Agathe Larpent, qui elle aussi a travaillé depuis longtemps dans des aménagements d'espace. Et vous voyez, ça c'est l'extrait d'une exposition qui s'est tenue en 2018 au musée d'art sacré du Gard, où elle a fait alors j'ai mis 3 photos pour qu'on voit. C'est des photos qu'elle m'a. Tout ça, c'est des photos que les artistes m'ont envoyées en vue de cette exposition, et je les en remercie. Et vous voyez la série. Donc, il fallait voir toute l'exposition parce qu'il y avait vraiment une conception de l'exposition en fonction des lieux. Et on retrouve le travail de l'émail et le travail de la forme. Donc, c'est toujours la même chose. Hein. La matière, une recherche sur les émaux, et puis des séries qui vont s'installer dans un lieu et qui vont dialoguer avec ce lieu. Eric Astoul, ça aussi ce sera, je crois que ce sera, je sais pas, enfin en tout cas il y a des œuvres très proches à Bourges, donc Eric Astoul, artiste de cette même génération qui est à la Borne, et lui dit qu'il appelle ça paysage sans âge, les éléments sont ordonnés en haute élévation totémique où la trouée traversante devient un organisme à part entière. C'est-à-dire qu'il attache autant d'importance, enfin autant dans le commentaire, dans le travail quand même peut-être plus dans les deux totems qu'il a fait, mais l'espace entre les deux totems, ce ne sont plus des contenants. Bon, on sait que dans le contenant, l'espace est très important et est une composante de l'œuvre. Moi, je reste attaché à ça aussi. Mais là, on est dans des sculptures. Dieu sait si elles révèlent la matière. Hein. Il n'y a pas besoin, c'est des cuissons au bois. Il n'y a pas besoin de chercher bien loin. Et en même temps, elles ont cette interface qui devient un élément de dialogue, qui est un élément aussi, on peut même lui attribuer des connotations sexuelles, hein, un élément du corps. Voilà. Et ça, je trouve que ça mérite, on pourrait rester sur cette photo un bon moment. Voilà, alors je vais terminer ce chapitre. J'ai cité plein de noms, sûrement pas tous. La conférence nécessitait évidemment qu'on ne puisse pas tout dire, mais j'ai voulu les citer et je trouve que c'est une très belle génération. Tout d'un coup, il m'est venu ce titre, et certains sont dans la salle, d'autres, j'aimerais qu'ils y soient, et d'autres sont ailleurs, en France, et vraiment, bravo pour cette génération. Alors, on va changer complètement. La rupture s'organise. Le monde de la céramique dans l'art contemporain. Alors, celui qui est aujourd'hui le chef de file de ça... Alors, d'abord, on va parler de... Quand même, je m'explique. Il y a 2 catégories. Il y a les sculpteurs céramistes ou sculptrices céramistes, et il y a des peintres ou plasticiens qui font de la céramique parmi d'autres médiums. D'accord ? Alors, je vais citer deux artistes qui sont des sculpteurs céramistes et qui ont imposé la matière céramique comme une matière noble dans le monde de l'art, sans mépris. Ce n'est plus une matière des arts décoratifs, c'est une matière de la sculpture. Donc, Johann Créten, j'ai mis 2 pièces emblématiques, hein, et notamment Odoro di Femina. C'est des formes qu'il fait depuis longtemps et qui, pour lui, empruntent à la fois à l'opéra de Mozart, Don Giovanni, et au film Parfum de femme de Dino Risi. Elles sont conçues comme des tableaux de roses. Ces pièces sont devenues des bustes de femmes à l'antique, de type anadyomène, avec un mouvement ininterrompu des bras. C'est très important, c'est un peu, pour lui, c'est un peu l'équivalent de l'araignée Louise Bourgeois quand même. Hein. C'est une forme qui est une forme emblématique. Alors, pour tout le monde, il a eu une résidence à Sèvres à partir de 2004, je crois, pendant 3 ans. Et puis, il a eu, à la sortie de cette résidence à Sèvres, à l'invitation de Caméo, il a été exposé au musée de la Chasse et à Paris. Et il a eu des résidences un peu partout aux États-Unis, une résidence à La Borne. Hein, donc, il a travaillé avec Hervé Rousseau et Lucien Petit.
Et surtout, dès le début, vous voyez, les socles, c'est très important. Les socles, il les fait lui-même. Ils font partie de l'œuvre. Dès le début, il a eu une stratégie personnelle qui est d'être considéré comme sculpteur en céramique. Il raconte qu'il faisait ses études à Bruxelles et qu'à l'époque, il y avait très peu d'étudiants qui allaient dans l'atelier de céramique. Et ensuite, il l'a imposé. Sa référence, évidemment, c'est Fontana. Et il l'a imposé. Du coup, le socle, c'est bien pour montrer que c'est une sculpture, ce n'est pas un bibelot. Voilà. Et aujourd'hui, il est il a 60 ans, il est celui qui a ouvert la voie aux autres. Il est à la galerie Perrotin, qui est la grande galerie française. Il est vendu partout. Il a des très grands collectionneurs aux États-Unis, en Europe et en Asie. Il est vendu à Miami, il est vendu à Hong Kong. Et en même temps, il reste très abordable, très, très simple. Et il vient de faire une exposition magnifique à la Bestiarium, à la piscine à Roubaix. Ça devient de même une autre pièce emblématique. Et cette pièce, elle a pour moi, elle a plusieurs caractéristiques. C'est la mouche morte, sauf que la mouche morte, elle a deux pattes, comme vous voyez, et que du coup, elle fait penser plutôt à un être humain, à une femme, que c'est des objets de fable. Il ne veut pas raconter l'histoire, hein, à nous d'inventer l'histoire. En même temps, elle a cette espèce de robe en dentelle, voilà, et elle reste une céramique, c'est-à-dire qu'elle a les imperfections, hein, du travail du modelage et de la cuisson. Et c'est une sculpture, il n'y a aucun doute là-dessus, elle est grande, hein, et en même temps, vous voyez, elle fait 1,20 m de longueur, et en même temps, c'est une céramique. Donc c'est cette espèce d'avancée, de convergence qui a été obtenue par des gens comme Créten. Alors la deuxième personne que je veux citer, c'est Elsa Sall. Donc deux pièces qui sont exposées cet été. L'une à Umoko, à Duo, c'est une pièce en 2 éléments, et puis une Vénus polymate jouissante qui est exposée, alors je ne l'ai pas mis celle-là, qui est exposée à la Fondation d'Atrice. Donc Elsa développe depuis le début, vous avez vu l'homme montant, il y a un marcheur qu'elle avait fait, un randonneur qu'elle avait fait à Sèvres, qui est très impressionnant, et elle développe un travail sur le corps humain, sur le geste de l'homme, de la femme, et évidemment particulièrement un travail sur le féminisme, évidemment avec la Vénus polymate, et vous avez entendu parler il y a 2 ans de la fameuse fontaine avec une petite fille, c'était le contraire du mannequin piece, une petite fille qui faisait pipi en public, et donc qui avait été exposée à Nantes, où elle a fait l'objet de critiques, et même elle a été taguée au moment du 15 août. Voilà. Aujourd'hui, je pense qu'Elsa Sall est une des très grandes artistes de cette génération, qui a un parcours déjà depuis 20 ans très important, et dont je pense qu'elle va encore beaucoup nous surprendre. Voilà. Alors, Sylvie Auvray, qui, elle, Elsa Sall, 73, Sylvie Auvray, 74. Et ça, ce sont des pièces qui... Alors, elle est peintre et céramiste, et donc on commence à avoir la transition. C'est une salle monographique qui lui est consacrée au musée des Beaux-Arts, au musée Moko à Montpellier. Et ce qui est très intéressant, il y a une espèce de transition, puisque ce sont des peaux, sauf que ces peaux sont des êtres, des figures déformées, hein, des personnages, d'une certaine façon, abstraits, un peu inédits, oniriques. Et elle a voulu ces socles qui sont en fait en résine avec de la peinture industrielle. Elle a voulu ces socles, mais les pots qui sont posés dessus, ils ont été cuits dans un four à bois à la Borne chez Charlotte Poulsen.
Voilà. Donc les clivages, ils sont pas si nets que ça. En tout cas, il y a beaucoup de fluidité. Et puis, il y a des superbes masques. Alors, la photo ne donne pas du tout la beauté des masques, mais on ne peut pas tout montrer. Alors, je voudrais passer ensuite à un binôme de plasticiens qui sont Daniel Gueuard et Grégory Jiquel. Alors d'abord, je les cite ici, puisque beaucoup de gens ici connaissent le père de Daniel, Patrick Dewar, qui est un céramiste spécialiste du grès au sel installé en Bretagne, d'origine anglaise, et qui avait exposé à la très belle exposition théière qui s'était tenue ici, ces grandes théières sculptures qui étaient très belles. Et alors, ils sont très conceptuels. Daniel Dewar et Grégory Jiquel, ils ont eu le prix Marcel Duchamp. Et en fait, ils inversent le propos de Marcel Duchamp, qui avait pris un urinoir qu'il avait mis dans un musée et qui avait dit c'est un objet d'art. Eux, ils prennent des objets manufacturés et ils les retravaillent artisanalement. Ils les retravaillent à la main, au grès, et ils les cuisent dans leur propre four à bois en Bretagne. Et donc, c'est pas Picasso, hein, c'est pas je dessine des formes ou je peins des formes préparées dans l'atelier Madura. Là, c'est eux qui font tout. Évidemment, il y a évidemment de l'ironie et il y a de leurs propos, de leur objectif, remettre en cause les clivages entre l'objet d'art, l'objet industriel et l'objet artisanal. Et là, en plus, évidemment, il y a de l'humour. Ils sont dans une galerie parisienne importante qui s'appelle la galerie Oedenbruck. Ça avait été exposé à la FIAC et les petites cuvettes de WC, c'était très bien vendu. Alors, Miguel Barceló. Alors, Miguel Barceló, c'est un grand peintre catalan, travaille aussi en France. Ça, c'est un mur. Il en a reconstruit un aux Flammes, à l'exposition des Flammes, qui est un ensemble. Il a beaucoup pratiqué la céramique, la terre cuite au Mali, à Mopti. Et il le travaille surtout beaucoup. Il a carrément une tuilerie à Majorque. Il est mallorquin et il a acheté une énorme tuilerie. Il était peintre. On peut presque dire que lui, il a presque basculé du côté de la céramique, qui devrait être une de ses activités principales. Il a décoré en terre une chapelle de la cathédrale de Majorque. Alors, ces références, il y a une série, j'ai hésité à mettre ces autoportraits, c'est des grandes têtes en autoportrait qui sont comme une espèce de synthèse entre Fontana et Picasso, puisqu'évidemment, il est, de son point de vue, j'imagine, le Picasso contemporain. Mais vous voyez la diversité des formes. Donc il y a des pièces industrielles qui sont récupérées, qui sont réutilisées. Il y a des pièces qu'il a modelées et qu'il a cuites. Et il y a une espèce de jeu là aussi, dépassant les frontières et construisant ce mur qui est, quand on le voit, quand on est devant, une espèce de... On baigne dans la terre, quoi. Hein. D'ailleurs, il a fait un spectacle dans lequel, avec de la terre non cuite, il joue comme dans une danse érotique avec la terre. Je tiens à citer Françoise Petrovitch, qui est, alors là, peintre, clairement peintre, mais qui est très attachée à des sculptures en céramique parce qu'elle estime que la céramique elle lui donne une matière vibrante capable d'exhaler une respiration. Bon. Pour elle, elle est attachée à la matière, à l'émail, et donc on va voir, parce que ça va déjà annoncer ce qu'on va voir dans les nouvelles inspirations. Cette pièce s'appelle Tenir. Elle a été exposée à la Louvière, à Bruxelles en Belgique, et elle est pour elle une référence à un comportement humain, une forme de résistance, de détermination. Donc il y a un propos qui est illustré par un objet en céramique
qui est en même temps, je trouve, très touchant, et où l'émaillage va être un des éléments de l'expression. L'émaillage, il nous raconte quelque chose. Vous voyez bien la tête de l'enfant, qui est peut-être aussi un petit animal, blanche, les coulures sur la tête de la femme, tout ça font partie des éléments. On est en troisième dimension, et en trois dimensions, pardon. On est en trois dimensions, le geste est très présent, hein, il y a comme une émotion de la femme tenant l'enfant, c'est très attachant. Alors, je ne veux pas non plus citer tout le monde, j'en ai cité 4 qui s'ajoutent, mais ça n'épuise pas le sujet. Du monde dans l'art, du monde de la céramique dans l'art. Alors, je vais les commenter 2 minutes. Je ne sais pas si vous allez aller voir les légendes, peut-être pas au bout. Donc, il y a une grande pièce d'Elmar Trenkwalder. Elmar Trenkwalder est un Autrichien qui travaille beaucoup en France, qui a eu une résidence à Sèvres, avec ensuite une exposition tournante importante, qui fait des pièces qui sont une espèce de synthèse entre des pièces sexuelles, il y a beaucoup d'images de sexe, mais en même temps religieuses, très gothiques, voilà. Et cette pièce cette grande pièce, une des plus grandes qu'il ait faites, a été achetée par le collectionneur Antoine de Galbert et donnée au Centre Pompidou. Elle a été exposée dans l'entrée du Centre Pompidou pendant un certain temps. Michel Guéry, lui aussi, fait des personnages qui sont à la fois en mouvement et en même temps, on ne sait pas si ce sont des astronautes ou des combattants avec des armures au Moyen-Âge. Voilà. Et en plus, là, ils jouent ce sont des acrobates. Michel Guéry est à Paris. Rose-Marie Troquel, qui est là aussi, tire beaucoup de ses références de Fontana, avec cette pièce un peu presque néo-baroque, on reviendra sur cette idée qui m'est assez chère, de travail de l'émail développé avec beaucoup de puissance expressive. Rose-Marie Troquel est une des grandes artistes contemporaines, elle est allemande. Cette pièce avait été exposée à la FIAC, à l'entrée de la FIAC, elle était très impressionnante. Et puis Barthélemy Togo, qui est un Camerounais qui travaille en France, a travaillé à Sèvres. Ça, ce n'est pas une série de Sèvres, ce sont des grands vases qu'il avait présentés, qui s'appelle Vaincre le virus. C'est un ensemble au moment de virus Ebola. Ce n'était pas le Covid, hein. C'est le virus Ebola, évidemment très présent en Afrique. C'est des vases qu'il avait fait fabriquer en Chine, qu'il n'avait pas pu les faire en France compte tenu de leur dimension, qu'il avait peint. Donc là, on est dans un travail de peintre sur porcelaine, hein. On n'est pas dans un travail de sculpteur. J'en fais bien les différences. C'est un ensemble qu'il avait proposé pour le prix Marcel Duchamp. Il n'a pas eu cette année-là le prix Marcel Duchamp, mais n'empêche que ça a été un superbe ensemble. Alors, je vous ai mis cette photo cette reproduction d'un tableau de Françoise Petrovitch parce qu'il donne une idée de la façon dont son travail de céramique s'insère dans son travail de peinture. Alors, avant, une petite conclusion sur ces artistes. Je pense que ces artistes, ce monde de l'art, il a fait évoluer très profondément la perception que l'on a de la céramique. En gros, ils ont apporté l'idée que ils ont apporté au travail de la céramique l'idée d'un propos, d'une inspiration, d'un projet, d'une idée, et la céramique incarne. Ça veut dire que certains d'entre eux ont beaucoup travaillé sur la matière, sur le modelage, sur les cuissons, hein. Ça ne veut pas dire qu'ils ont sauté toutes les difficultés que rencontrent les céramistes, mais
c'est intégré dans un propos. Et c'est ça, moi je suis très attaché au philosophe, au critique d'art Arthur Danto, qui explique que l'art, c'est une inspiration, une incarnation de l'inspiration, et puis une réalisation de cette propos, et puis la capacité d'interpréter. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que vous avez peut-être remarqué, plusieurs sont étrangers. La plupart d'entre eux sont des artistes qu'on a pu voir ou qu'on peut voir sur la scène française. Donc moi, la conférence ne porte pas sur la scène internationale. Hein, ça me dépasse. Ce serait un autre objectif. Mais la céramique, elle se pratique dans le monde entier, sauf qu'elle est internationale, mais elle n'est pas mondialisée. Il n'y a pas de marché mondialisé. À eux, comme ils sont dans le monde de l'art, ils sont mondialisés. Ils sont dans des galeries qui sont installées, qui vendent dans plusieurs pays du monde, et ils sont visibles dans plusieurs pays du monde. Donc ils nous apportent aussi une capacité, une perspective mondiale. Voilà. Alors, la partie la plus importante. Alors, on a combien de temps encore? Je suis à 1 heure là, hein, c'est ça? Donc, il va bien falloir 20 minutes de plus, mais c'est un peu ce que j'avais prévu, si vous avez encore le courage de tenir. Donc là, j'ai fait un petit panorama de contexte pour rappeler, disons, des éléments essentiels qui se sont passés durant cette période. Durant cette période, il y a les questions écologiques, donc résumé avec Anthropocène, je vais aller un peu vite là-dessus. Là, il y a les questions du numérique, il y a le retour sur l'individu, le corps, l'autofiction, et pour moi l'imaginaire, et il y a aussi un retour à l'objet. C'est-à-dire que ce que le virtuel, les installations et le conceptuel s'étaient éloignés de l'objet, eh bien, il y a une recherche. Et si, une de mes interprétations, c'est si les amateurs et les galeries, beaucoup des galeries ont un céramiste, un sculpteur céramiste ou une sculptrice céramiste parmi leurs artistes, c'est aussi que les amateurs sont contents de retrouver le contact, le rapport avec l'objet. Quelle chance! Je vous ai mis une photo, une reproduction d'un tableau de Marlène Moquet avec des références, avec des céramiques incrustées, puisque Marlène Moquet, qui elle est exposée à une salle qui lui est consacrée entièrement, à une installation délirante à Montpellier, au MoCo, est une des céramistes qui, elle, n'a pas de frontière entre la céramique et la peinture. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle façon de percevoir la céramique. Je pense que la céramique, elle conserve ses spécificités de l'art de la main, mais il me semble qu'on la comprend mieux comme d'abord un art expérimental, un art de liberté, dans lequel les artistes peuvent explorer de nouvelles voies que les codes de la peinture ou de la sculpture traditionnelle ne leur permettent pas d'explorer. Un art des minorités, donc ça on pourra y revenir, ce serait trop long de développer ici, mais vous pouvez voir sur le site des céramophiles, j'ai fait un texte là-dessus à l'occasion de l'exposition des flammes. Et ça rejoint la question de la place des femmes dans l'art. Hein. Un art du corps, et on a bien vu dans les exemples que je vous citais avant, combien l'objet, qu'il soit abstrait ou figuratif, était une sorte de prolongement du corps. Et un art de la performance, c'est beaucoup développé par Vincent Honoré à Montpellier en ce moment, c'est-à-dire que, et je pense que c'est très important, moi je l'avais écrit dans les livres, c'est les étapes d'élaboration des sculptures céramiques, et c'est parmi les processus les plus complexes du travail de l'art, hein, puisqu'il faut maîtriser beaucoup de compétences et beaucoup de phénomènes dans lesquels d'autres des partenaires interviennent, comme le feu. Et je pense que c'est bien de le rappeler, ça. Voilà. Alors, du coup, vous allez voir quelques exemples. Alors là, vous allez peut-être hurler, mais vous verrez. J'ai choisi 2 ou 3 images qui illustrent chacun de ces thèmes. Mon idée, c'est que l'hypothèse que je formule, c'est qu'après la période des maîtres de la matière,
que j'ai mentionné tout à l'heure, on a une génération de l'imaginaire. Et cette génération de l'imaginaire, elle est inspirée par un certain nombre de thèmes que j'ai mentionnés ici. Un nouvel expressionnisme, l'influence de la peinture, les éléments naturels, le corps. J'ai maintenu une référence au pot, le social et le politique, la performance, minimalisme et architecture, la nature, un néo-baroque et fantastique et science-fiction. Vous allez voir et vous me direz si vous retrouvez ce que vous voyez. Alors, le nouvel impressionnisme, c'est en particulier les œuvres que vous voyez ici de cette exposition. Patrick Lougrane, il aurait pu être balancé dans la belle génération. Mais dans la belle génération, il s'en distingue parce que depuis longtemps, il a travaillé sur ses constructions, élaborant d'objets qui sont réunis, qui sont modelés. Et là, cette pièce, il estime qu'elle décrit, elle s'appelle Appentis, et en fait, elle décrit l'atelier. Voilà. Alors, je ne sais pas si, allant dans son atelier, vous vous y retrouverez, mais enfin, c'est ça. Et c'est là où l'imaginaire, c'est plus son imagination que la description de l'atelier. Patrick Crulis, et alors, Closo, c'est une divinité de la mythologie grecque tissant le fil de la vie. Voilà. Alors, et c'est une référence à Camille Claudel, et il est très inspiré par Cobra. Onne de Ruben, c'est une pièce qui a eu un prix à la Biennale internationale de Corée et qui est une pièce de cette période de la peinture. Il a beaucoup de références picturales et elles font référence à la peinture Cobra. Marianne Castelli, qui est d'ici, donc la pièce est quelque part dans cette ici, quoi, voilà, qui construit aussi des objets. Elle dit, elle, que la peinture a autant d'influence pour elle que la matière. Et ses références sont Matisse, Viala, support surface. Anne Verdier, alors elle aussi, à la limite, on peut l'apercevoir comme une artiste de la matière, mais on peut l'apercevoir comme aussi une artiste du feu. Feu, un des éléments essentiels. Et c'est elle qui a souhaité elle a sélectionné ces images, elle a souhaité que je présente ces images pour donner une image du travail du feu, enfournement, défournement, et la combinaison, c'est-à-dire qu'en fait, elle laisse beaucoup travailler le feu, et ensuite elle construit quelque chose. Donc c'est un véritable dialogue avec le feu. Et là encore, elle se distingue vraiment de la génération de la matière de tout à l'heure. Jocelyn Métivier, un très jeune, voilà, qui, lui, invente. Alors, on est à la fois, c'est expressionniste et c'est aussi le travail du corps. C'est pour ça, les différentes catégories que j'ai mentionnées, elles se recoupent. Hein. On pourrait le placer, lui, dans le travail du corps. Ce sont des petites fables, c'est humoristique, et en même temps, il y a une construction des objets. Alors, les éléments naturels, trois éléments qu'on va regarder, le climat, l'eau et le feu. Voilà. Alors, Benoît Pouplar est le spécialiste du céladon, mais pas n'importe quel céladon. Son propos il est très concerné par la mer, par le mouvement des océans et par le changement climatique. Donc là, on retrouve la question de l'écologie et ce qu'il essaye d'incarner, elles sont abstraites évidemment, ce n'est pas une reproduction, ce sont des icebergs qui sont en train de se casser. Voilà. Et je pense que c'est, pour moi, c'est une grande réussite. Et c'est là aussi, alors là aussi, il y a une relation avec le four. Il faut obtenir les déformations, mais il faut guider le four, ou en tout cas, il faut que du four sorte quelque chose qui a été orienté pour incarner le propos. C'est ça le sujet. Brian Rochefort. Alors, on pourrait le mettre dans une catégorie
néo-baroque. C'est un Californien qui a été exposé à Paris à la galerie Louis Lefebvre, qui est actuellement exposé, c'est la pièce de gauche, qui est exposée au MoCo à Montpellier, qui devient une référence par la façon dont il exploite les coulures, les épaisseurs d'émail, les couleurs. Hein, c'est aussi évidemment aussi de la peinture. Alors c'est un contenant encore, hein, mais c'est un contenant qui déborde. Et en fait, pour lui, c'est des références à des. C'est pour ça que je l'ai mis dans. C'est des références au volcan. Hein, c'est volcanique. On pourrait faire un terme volcanique. Et donc, ça relève de représentations, d'images, de souvenirs de chutes d'eau, du Niagara, de cratères en Tanzanie, etc. Ce sont ses voyages, et dans ces voyages, il les transfère. Évidemment, c'est toujours la même chose. La référence, elle est très secondaire, ou elle n'est qu'un prétexte. Ce qui compte, c'est l'écriture, la forme qu'il a inventée. Et maintenant, un Brian Rochefort, il est encore jeune, hein, un Brian Rochefort, où que l'on soit, on le reconnaît immédiatement. Qu'on soit à la FIAC, qu'on soit dans une exposition aux Flammes ou au MoCo, Brian Rochefort, il explose. Je l'ai mis, bien qu'il soit américain, mais il est très présent sur la scène française. En fait, ses œuvres sont très présentes sur la scène française. Cartigny Thomas, moi j'ai choisi, elle est là, derrière vous, j'ai choisi cette œuvre à cause de sa référence volcanique, puisque c'était dans le propos des éléments, et elle pourrait être dans le design quasiment, elle pourrait être dans plusieurs des catégories, ce n'est pas important. L'important, c'est encore une fois, est-ce qu'elle a créé un vocabulaire? Est-ce que ce vocabulaire plastique, cette utilisation des formes, est innovant? C'est la question que je vous pose. Alors, néo-baroque, j'en ai gardé deux. J'avais mis Brian Rochefort à un moment donné là-dedans. J'en ai gardé deux. Nick Weddell, qui est aussi un jeune, alors encore plus jeune, américain, qui a été exposé chez Louis Lefebvre aussi, qui est présent aussi dans les expositions de cette année. Alors, il y a un rapport entre les galeries et les expositions. On peut prendre du recul, peut-être qu'on le verra moins dans quelques années. En tout cas, il a travaillé chez Louis Lefebvre à Versailles, il a fait une résidence pendant 3-4 mois, et à la fin, il a sorti un ensemble d'objets avec les yeux, les coulures, etc. Il invente un univers un peu magique que vous voyez ici. Et puis, c'est un contenant aussi. Hein. Et là aussi, Sandrine Pagny, que certains d'entre vous connaissez peut-être, qui a été exposée à Molly Sabata et qui a fait des très grands pots. Alors, celui-là n'est pas à Montpellier au MoCo, mais c'est une autre série, des très grands pots où elle sort des codes, hein, sort des couleurs habituelles pour faire exploser la matière et l'émail. Alors, la nature. Nous sommes dans quelque chose là de plus classique, on va dire. Marina Le Gall est très jeune, 86. C'est une amie, elle aime beaucoup les animaux de la nature, les animaux sauvages. Elle adore les renards, les ours. Et là, j'ai choisi un renard parce que j'ai trouvé qu'il était assez représentatif. Donc là, on est dans la sculpture. Elle peint aussi. Cette sculpture est modelée et elle utilise les couleurs ne sont pas les couleurs naturelles, donc c'est bien. Elle est peintre aussi de ce point de vue-là. C'est son imaginaire qui va la pousser à peindre ce renard en bleu. Voilà. Claire Linder qui a trouvé, alors c'est très intéressant ça. Elle a trouvé cette façon de donner à voir des formes végétales tout en ne les reproduisant pas. Hein, ce n'est pas une fleur. Et en même temps, on voit bien que c'est quelque chose qui est matière vivante, comme selon le titre de l'exposition qui s'était tenue à Limoges,
qu'avait organisé Jean-Charles Hameau, forme vivante, et forme vivante dans laquelle elle a ses modèles, et puis c'est granuleux, ça on ne le voit pas bien sur la photo, et elle a trouvé une façon de déposer l'émail, en fait l'émail est projeté, qui va lui permettre de trouver ces nuances. Donc là aussi, il y a un modelage qui crée un univers, hein, une utilisation de la couleur qui va faire vivre ces pièces. J'ai cité Gisèle Garrigue. Alors Gisèle Garrigue, je dis tout de suite, comme ça il n'y aura pas d'ambiguïté, c'est une amie dans l'Aveyron, elle est très proche de nous. Elle a une exposition à Rodez, actuellement, à la menuiserie, et elle a commencé par un travail paliciste traditionnel, exactement comme Bernard Palissy, avec des moulages sur nature. Et là, ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est qu'il y a à la fois des moulages sur nature et en même temps des moulages de déchets. Vous voyez apparaître, par exemple, à droite, un plastique, là, des moulages de déchets, et le propos, elle appelle ça Vorocher Anthropocène, et le propos, c'est une défense de la nature. C'est est-ce que nous sommes capables de protéger la nature et de ne pas la laisser anéantir par nos déchets. Vous savez que le déchet est un des grands thèmes de notre civilisation. Le fantastique et la science-fiction. Alors, je vous ai choisi un toy de Nicolas Rousseau. Nicolas Rousseau, neveu d'Hervé Rousseau et un des jeunes artistes, il n'y en a pas tant que ça à La Borne, qui crée des petits objets fantastiques, comme ça, voilà, qui n'ont pas d'autre titre que de s'appeler toy, mais qui sont très expressifs. Donc c'est complètement inventé, tout est inventé, puisque c'est en porcelaine, tout est inventé. Vous voyez, ça, il tire la langue, il a des dents, les dents sont schématisées, et en même temps, on ne sait pas si on doit lui faire confiance, quoi. Il a des pieds, mais on ne sait pas. Bertrand Secret, que vous avez vu dans le carré sculpture ici, alors il est sur l'hybridation du vivant, le multiple et l'animal, le végétal, etc. Voilà, et donc, vous voyez, ce marionnettiste qui, là aussi, qui fait, on ne sait pas très bien en réalité à quoi fait référence ce casque, et puis les deux petites marionnettes qui pendent là. Les chaussures, qui elles sont des chaussures de marche, le short, voilà, et sont des vraies sculptures. C'est une vraie sculpture. Alors, Jessica Boubetra. Jessica Boubetra, très jeune, fait partie des jeunes artistes. Elle sort des Beaux-Arts, elle a une formation d'architecte, elle est exposée actuellement au MoCo. Et Jessica Boubetra, Fantasia, c'est inspiré d'un album de musique électronique de Mort Garçon, voilà, conçu pour être écouté par des plantes. Elle utilise des impressions 3D pour construire ses totems. Des éléments sont imprimés et ensuite elle les râpe, je cherche le mot, parce que en fait, quand ça sort de l'imprimante 3D, il y a des rayures de l'imprimante 3D, donc il faut supprimer ça. Elle construit des totems qui font référence au végétal. C'est un univers végétal, et c'est un univers végétal onirique, dans lequel... Alors le totem, c'est un élément c'est très intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui vont travailler le totem, parce que c'est un élément inclusif. C'est un support inclusif de la sculpture. On n'est plus dans le contenant, évidemment, mais on peut... chacun des éléments est creux. On peut constituer un ensemble. Après, bon, il faut suivre, enfin, apprécier ou non le rythme qu'elle va donner à cet ensemble. Vous voyez qu'il y a des éléments qui se retrouvent, qui font écho, voilà. Et c'est pas par hasard que j'ai rapproché ces deux types d'œuvres. Mathilde Sauce, qui était aussi dans le carré sculpture, qui est aussi au MoCo, qui est à Limoges, et qui construit des totems faisant des références végétales, mythologiques, oniriques,
Mais encore une fois, ce sur quoi j'insiste, c'est ce vocabulaire. L'inspiration est encore une fois un prétexte pour imaginer quelque chose ou traduire une imagination. Et Aster Cassel, avec sa dérive de l'imaginaire, elle est là ou elle n'est pas là? Elle est là, voilà. Alors je suis très mal placé. Hein. C'est une chimère qui est inspirée de mythologie, de contes. C'est une forme qu'on n'avait jamais vue nulle part ailleurs, hein, qui est pour le coup à la fois le corps et en même temps le téléphone, etc. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un univers totalement imaginaire. Là, peut-être c'est le summum de l'incarnation de mon idée de la céramique imaginaire. Et je pense que c'est... enfin, moi, je voudrais féliciter Aster d'avoir été jusqu'au bout. C'est très audacieux. Et tout ça, c'est fait à Géroussens. Bravo. Le corps. Alors, le corps, en fait, j'en ai pas trouvé tant que ça, parce que le corps est souvent déformé et souvent fantastique. J'ai remis, il y a 3 œuvres, vous m'excuserez, de Marc Alberghina dans cette présentation, mais évidemment, il est un peu incontournable là-dessus. Sucrerie douce, vous voyez combien ça fait référence au corps, voilà, dans cette recherche de l'émail, du cœur. Et puis Sandra Zeni, qui est une céramiste parisienne, qui a beaucoup fait de travail traditionnel, on va dire, enfin, mais qui travaille beaucoup maintenant sur le corps inspiré par Rodin. Le modelage fait apparaître toute la sensualité du corps, et même le féminisme du corps. Alors, géométrie, ça devait changer, c'est plutôt minimalisme. Minimalisme, architecture. J'ai choisi 3 artistes qui me semblent caractériser cette voie. Donc on n'est pas obligé toujours de raconter des histoires, de faire du narratif et du fantastique. On peut encore faire de la très belle céramique, soit avec du minimalisme, comme il s'en était fait à la génération précédente, soit, vous allez voir après, avec des pots. Là, les monolithes de Sèvres, je t'aime moi non plus. Donc, ce sont des œuvres minimalistes de Emmanuel Bosse. Donc, Emmanuel Bosse est le plus diplômé de nos céramistes. Il a fait une thèse au Royal College of Art et sur la poésie de l'émail. Hein. Et là, il travaille à Sèvres. Il est en résidence à Sèvres. Il a beaucoup travaillé sur tous les émaux de Sèvres et il a conçu ces monolithes. Alors, ces monolithes, qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristique? D'abord, ils ont une forme de base toujours la même, un rectangle avec la même épaisseur, mais en même temps, ils sont déformés. Alors, ils sont déformés, c'est le mystère, entre le modelage ou l'effet de la cuisson, voilà, et ils sont émaillés il y a des noirs aussi, de teintes très douces, des gris, etc. Et puis, ils jouent ensuite sur le rapprochement, et là où la poésie de l'émail est particulièrement révélée, c'est évidemment de rapprocher de ce type d'œuvre, parce qu'il y a un dialogue qui s'établit, et encore une fois, ce dialogue, ce ne sont que des rectangles avec un peu d'épaisseur qui ne représentent rien, et en même temps, on peut très bien y voir une incarnation quasiment, peut-être pas humaine, mais en tout cas proche de l'homme. Clémentine Dupré, elle construit des architectures et aussi dans cet esprit minimaliste. Vous voyez, architecture silencieuse. Le mot convient très bien puisqu'il y a une élaboration d'une forme inédite, il y a des rapports entre les courbes, les droites, les volumes et la relation avec l'air, hein, les ouvertures qui font que tout d'un coup, cette pièce devient un objet inédit, unique, et qui vit dans l'espace. Grégoire Scalabre, qui a aussi travaillé à Sèvres, et qui mouvement perpétuel, donc lui a des formes qui font plus référence à l'industrie.
mais il leur donne, il les défend, voilà, et il leur, mouvement perpétuel, il essaye d'incarner quelque chose. Il y a des séries comme ça, j'aurais pu mettre une série, qui vont passer d'une forme à l'autre, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Alors, le pot sublimé. Je pense qu'il y a toujours une excellence de travailler le pot. J'ai collectionné beaucoup de bols et je ne renonce pas à la douceur, le fait que le pot il réunit un ensemble de caractéristiques extrêmement touchantes par ses équilibres, par le contenant. Et donc j'en ai choisi 3, il pourrait y en avoir d'autres, c'est plein ici. J'en ai choisi 3, j'ai choisi Sylvie Ange-Albert, que beaucoup d'entre vous connaissent, je pense par partie de Terre et Terre, et qui est au pied des Pyrénées, d'origine avéronaise, qui expose, qui a beaucoup d'expositions à l'étranger, notamment, je crois, en Asie, et qui est dans ce travail à peine engobé, minimaliste, et où elle révèle la forme par des pièces à la limite du déséquilibre. Max Defer, qui est un des jeunes céramistes qui réussit le mieux une nouvelle façon d'utiliser la sigillée. Voilà. Alors, il a ses propres techniques pour obtenir ces effets. Il y a toute une gamme de couleurs. Le pot, il est ce qu'il est, mais c'est de la peinture. Il obtient un décor de peinture avec une seule technique qui est l'exploitation d'une couverte en sigillée. Et puis Laetitia Pineda, que là aussi vous connaissez tous. Cette pièce, finalement, j'ai choisi cette pièce qui est rentrée dans la collection du musée Perdin-Palissy. Elle fait beaucoup d'objets de la cérémonie du thé, mais je trouve que cette pièce est extraordinaire. Elle a, par sa forme, par sa simplicité, par la réussite de ses formes, tout y est. Hein, et voilà, et donc c'est une pièce qui est cuite au bois. Vous savez, elle habite à la limite de la Dordogne et du Lot-et-Garonne, au fond des bois. Et cette pièce est modelée ou tournée pendant certainement très longtemps, jusqu'à ce qu'elle trouve le moment qui lui semble le moment juste. Et alors, elle arrive à ça. On va terminer par 2 sculptures. Alors, j'ai appelé ça social et politique. Une sculpture de Arnaud Erard. Alors moi, j'étais très frappé, je ne connaissais pas. Donc, j'ai découvert cette exposition lorsque je suis venu la dernière fois. Et ce sont des vraies sculptures. Ces vraies sculptures, elles représentent des individus. Et alors, Arnaud vous en parlera peut-être mieux que moi. Donc je me suis demandé si c'était un propos politique, si c'était un propos sur les minorités des banlieues, si c'était etc. Alors lui dit que non, c'est la mise en valeur du monde hip-hop, voilà. Et n'empêche que c'est très élaboré et il arrive à rendre compte des mouvements, même des tenues, des expressions. Le premier, on n'a pas tellement envie de le rencontrer le soir dans la rue, quoi. Donc voilà, félicitations. Et puis un mot sur Marc Alberghina. Alors, 3e œuvre de Marc Alberghina. Celui-là, il a eu le prix de la Biennale de Vallauris 2016. Alors c'est très particulier, ça s'appelle la combustion humaine spontanée. Alors c'est un vieux phénomène qui déroute un peu les physiciens, c'est-à-dire qu'il y a des individus qui prennent feu. On a beaucoup travaillé là-dessus au XVIe siècle, depuis le XVIe siècle. En fait, ça arrive encore. Alors aujourd'hui, c'est une interprétation beaucoup plus basique. C'est l'idée qu'on a beaucoup bu, on s'endort devant la télé, c'est pour ça que c'est devant une télé, et on a une cigarette qu'on n'a pas éteinte et on prend feu. Et comme on est plein d'alcool et plein de graisse, ça brûle très bien. Voilà. Mais ça existe. Il y a des accidents en permanence, on en connaît. Et donc, Marc Alberghina a utilisé ça comme contestation de la société. Marc Alberghina a une œuvre qui a des composants politiques. Il l'a utilisé. Sauf l'écran, tout est en céramique. Et c'est peut-être une des
œuvres qui relèvent le plus de l'art contemporain des installations qui vous provoquent une réaction dans un univers évidemment assez effrayant. Avant de terminer, je vais vous faire un petit détour par Venise. Vous avez sans doute entendu parler de cette exposition sur les arts décoratifs, Homo Faber, qui est exposée dans l'île de San Giorgio. La fondation Giorgio Cini, on pourra en parler, enfin c'est compliqué le programme. En tout cas, ils ont repéré un certain nombre d'objets décoratifs extraordinaires et ils ont exposé, vous l'avez peut-être vu dans les revues actuelles de décoration, Grégoire Scalabre. Cette pièce est actuellement exposée à Venise. Donc c'est un ensemble de 70 000 petites amphores qui sont toutes tournées, 70 000. Hein. La pièce fait 500 kg. Métamorphose de Thétis. Il avait déjà fait un espèce d'éléphant à Sèvres, que vous aviez peut-être vu. Et là, il a fait ça d'une virtuosité absolument extraordinaire.